site de Police pour la Vérité. Je suis Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la Vérité. Bonjour à tous et bienvenue à Police pour la Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter à Cathy, une commandante de la police nationale retraitée. Cathy, merci d'être avec moi pour faire cette petite interview. Bonjour Sonia, et c'est moi qui te remercie de me permettre de m'exprimer. Et je suis vraiment honorée d'être avec toi et d'être avec tous nos collègues, quel que soit le corps et l'arme qu'ils servent, puisqu'on est tous solidaires, on est tous au service de notre pays et de nos citoyens. Donc, merci infiniment. Alors, je voudrais te remercier pour faire cette interview avec moi à visage découvert, parce que c'est vraiment pas évident dans la situation de nos camarades, même des retraités, de parler à visage découvert. Alors, vraiment, c'est génial et vraiment merci. Et je t'en prie. Alors, Cathy, on va commencer. Je vais commencer à te poser quelques petites questions. Premièrement, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes ton parcours dans la police nationale, s'il te plaît. Alors, eh bien, écoute, j'ai 59 ans. J'ai passé le concours d'inspecteur de police en 84-85. Donc, j'ai intégré l'école de Canet-Cluse en 85 et je suis rentrée en service en novembre 86. Donc, j'ai commencé à Créteil, dans le Val-de-Marne, donc inspecteur police. Et donc, mon travail, c'était les investigations, les enquêtes. Et donc, je suis restée à Créteil jusqu'en décembre 2002. Et là, j'ai été mutée, enfin, j'ai demandé à partir, hein, et j'ai réussi à obtenir un poste sur Carcassonne. Donc, comme j'étais déjà relativement ancienne et puis j'avais de l'expérience, je suis arrivée sur un poste de chef de la sûreté urbaine. Donc à Carcassonne, donc un poste toujours dans l'investigation, ça me passionnait, que j'ai tenu pendant 4 ans. Et ensuite, les aléas de prendre des grades, etc., j'ai été adjoint au chef de service dans la ville de Carcassonne. Donc, petite anecdote quand même, quand je suis arrivée, on m'a proposé, enfin on m'a pas proposé, on m'a donné la casquette de référent départemental de l'aide aux victimes. Et en fait, ça a été un merveilleux cadeau puisque j'étais passionnée par le sort de nos victimes, de bien les prendre en considération, de faire le maximum pour que les procédures avancent, etc. Je fais beaucoup d'actions avec des associations, avec des institutions, avec des collectivités locales, notamment sur tout ce qui est violence intrafamiliale, violence conjugale, harcèlement scolaire, et voilà. Donc c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup, et je suis à la retraite depuis le 8 mars 2019, journée quand même internationale des droits des femmes. Et donc j'ai emmené cette casquette avec moi puisque j'ai cofondé un collectif qui fait des actions de prévention, de sensibilisation sur toutes les violences familiales et intrafamiliales. Je suis aussi l'auteur d'un petit livre qui s'appelle Petite conversation sur les violences, parole d'une femme policière. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Cathy, pourquoi tu as voulu faire cette interview avec moi? Alors, j'ai voulu faire cette interview avec toi parce que d'abord, ça fait quelques mois que je te connais, que j'écoute les interviews que tu fais et que j'admire ton travail
profondément. Il faut des gens comme toi. Tu as un courage immense parce que toi, tu es toujours en service. Donc, c'est immense le courage que tu as. Tu donnes la parole à nos collègues qui sont toujours en activité, qui sont en souffrance. Tu leur permets de s'exprimer. Donc, ça, c'est magnifique aussi. Ce qui leur permet de se connaître, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et je pense que ça leur insuffle beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Et ça les confirme dans le fait qu'ils sont dans la vérité. Voilà, ça c'est hyper important. On est encore peut-être minoritaire, mais je me pose même la question, mais c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Donc ça, il faut vraiment que les collègues qui sont montés en résistance, même de façon clandestine, ils soient convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Donc, alors attends, c'était quoi ta question? J'ai accepté. Alors, écoute, j'ai accepté parce que, écoute, je pense que j'ai des choses à dire aussi et que je peux encourager ceux qui hésitent encore à rejoindre ce courant résistant. Et puis, moi, je suis libre de parole puisque je suis à la retraite. En plus, je suis très, très engagée déjà dans mon département. Donc, voilà, moi, ça me fait plus peur de dire ce que je pense. Il y a longtemps que j'ai passé le cap. Et puis, ce que peuvent dire les autres de ce que je fais, je m'en moque, quoi. Si je donne un peu de lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, eh ben, c'est merveilleux. Voilà. Donc, il faut que les gens qui sont libres prennent la parole et rentrent dans la danse. Voilà. Cathy, c'est quoi exactement qui t'a mis la puce à l'oreille ces 2, 3 dernières années? Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que nos gouvernants vraiment voulaient nous imposer une dictature et pas protéger les citoyens? Alors, écoute, ça a été très, très rapide parce que, tu sais, quand tu bosses sur les violences habituelles, tu identifies très rapidement les mécanismes des violences. Le fait de toujours vouloir convaincre l'autre, de le culpabiliser, le fait de punir et puis de faire marche arrière, de t'accorder, tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a navré, c'est comment on appelle ça, quand on était interdit de sortir. Les confinements? Pas le confinement, mais après, on a eu les heures, comment on appelle ça? Le coup de feu? Couvre-feu. Le Le couvre-feu. couvre-feu, alors à partir de 18h, on ne pouvait plus mettre le nez dehors. Et puis, un mois après, on nous a dit 19h. Et là, les gens étaient super contents. Mais c'est pas un droit qu'on nous a donné. On a continué à nous interdire. Et on ne doit rien à ces gouvernants. Et là, tu vois, c'est la manipulation du pervers qui te donne un petit truc pour te donner l'impression que tout va bien, qu'il est avec toi, qu'il est gentil, etc. Donc ça, c'est un truc de fou, quoi. Alors le confinement, je vais dire qu'au départ, moi j'étais un peu comme tout le monde, je ne savais pas ce que c'était que cette maladie. Et puis bon, en attendant, autour de moi, ça tombait pas comme des mouches, ni dans les rues, ni nulle part. Donc ça m'a quand même un peu perturbée. Bon, tu as les médias qui te passaient en boucle des services de réanimation surchargés, des médecins qui te disaient des choses épouvantables. Donc vraiment, le théâtre était bien posé et les acteurs aussi, pour effrayer les gens. Et donc ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc fin mars, en fait, je suis en lien avec quelqu'un qui fait partie du collectif Laissons les médecins prescrire, que je connais pour avoir travaillé sur les violences sexuelles avec elle. C'est un docteur en qui j'ai toute confiance. Et elle m'appelle, elle me dit, on est en train de fonder ce collectif, est-ce que tu nous rejoins? Alors là, j'ai dit tout de suite oui. Tout de suite, j'ai dit oui, parce que là, il se passe un truc de fou. Et moi, j'ai besoin d'avoir des gens sensés autour de moi qui accueillent ma parole et qui m'encouragent à suivre ma voie. Parce que le truc, c'est que c'est tellement généralisé, cette espèce d'emprise, c'est que des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est pas moi qui me trompe? Donc, c'est important d'identifier des personnes qui pensent comme toi et qui peuvent, quand tu as un petit coup de mou, te dire, mais bien sûr que tu as raison, bien sûr que tu es dans le vrai, on est en train de nous manipuler, regarde, ça, on nous manipule, donc il faut absolument pas adhérer à ça. Donc voilà, dès le mois de mars, j'ai compris que c'était pas normal tout ce qui se passait. Et alors derrière, toute la suite n'a fait que me convaincre, quoi.
parce qu'on est vraiment dans un cycle des violences avec la pression qui monte. Tu vois, le cycle des violences conjugales, c'est ça, c'est la tension, c'est quand on fout la trouille à ta victime. Ensuite, c'est l'agression. Donc ça, le confinement, ça a été une grosse agression. Derrière, les verbalisations parce que les gens ne portaient pas leur masque, parce qu'ils étaient dehors à la mauvaise heure, qu'ils n'avaient pas leur attestation, leur auto-attestation quand même. Là, on nous prend vraiment pour des dingues. Donc tout ça, c'est des agressions. Et puis ensuite, on te fait culpabiliser avec tous les spots publicitaires. Ah, mais les enfants, ils vont donner la maladie à leurs grands-parents. Les gens qui portent pas le masque, ils risquent de contaminer leurs voisins. Enfin, on te fait culpabiliser en permanence. Puis après, la lune de miel, c'est on te déconfine un petit peu, on te donne 1 heure de plus, on recule le couvre-feu. Enfin, voilà, c'est un truc de fou. Voilà. Mais je l'ai reconnu tout de suite. Puis alors, chaque fois qu'ils te disent, on va pas faire ça, non, mais on ne vaccinera pas les gens. Hein. Allez, 2 mois après, on y passe. Donc, voilà, c'est de la grosse manipulation. C'est des pervers. Je voulais te demander, en tant que policière, parce que même si tu es à la retraite, tu sais que je pense qu'on est toujours policier, retraité ou pas. Voilà, je crois on sera toujours policier jusqu'à notre mort, d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir que tu sois retraité ou pas. En tant que camarade, comment tu te sentais ou quel est ton ressenti quand tu voyais les policiers, les gendarmes aller derrière les gens pour les verbaliser parce ils ne portaient pas leur masque ou ils sortaient de leur maison? Voilà, c'était vraiment hallucinant où ils contrôlaient le pass sanitaire. Comment tu te sentais, toi, comme policière? Je me sentais mal pour eux. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as de la chance d'être à la retraite, quoi. Parce que je n'aurais pas pu vivre une période pareille, quoi. C'est pas possible. Hein. Déjà, tu vois, je suis partie en congé, parce que j'avais un peu de congé, je suis partie en septembre 2018. Derrière, on a eu tout l'épisode des Gilets jaunes. Vraiment, c'était terrifiant parce que ces personnes-là, leurs demandes, elles étaient tout à fait légitimes. Et donc, comment on les a maltraités, voilà, c'est épouvantable. Mais alors là, en plus de voir des collègues qui vérifient les masques, il faut le mettre un petit peu plus haut. Enfin, tu vois, ça m'a fait de la peine. Alors bon, je veux dire, dans tout, la police nationale, comme tous les corps de métier, c'est le reflet de la société. Il y a des gens qui exécutent avec le doigt sur la couture du pantalon, ils réfléchissent pas. Et puis tu as tous les autres qui se posent des questions et qui le font de mauvaises. Enfin, ils n'ont pas envie de le faire, mais ils sont contraints en fait de le faire. Et puis tu as ceux qui résistent, qui ont du mal quand même, hein, qui ont du mal. D'autant plus que quand tu es sous les ordres, tu dois obéir. Sauf qu'il y a quand même la théorie des baïonnettes intelligentes qui dit qu'à un ordre illégal, tu dois refuser de l'exécuter. Et là, on est à plus qu'un ordre illégal. Toutes ces lois, elles sont contraires à tous nos principes fondamentaux. Donc, on est sur des lois qui sont illégitimes aujourd'hui, complètement illégitimes. Et on le sait, c'est une pandémie, cette maladie se soigne. Donc, quand, je veux dire, si tous les scientifiques et les médecins avaient fait front, ça ne serait jamais passé. Parce que, voilà, il y aurait eu une unanimité pour dire, attention, tout ça, ça va pas bien. Alors, tu n'as que Raoult, Perron, pour les plus connus, Fouché, professeur Montagnier aussi. Enfin, ces gens-là, ils ont essayé de faire quelque chose. Le professeur Montagnier, on l'a fait passer pour un vieux sénile. Mais enfin, c'est dingue, quoi. Alors, des gens qui sont mondialement connus, qui sont dans beaucoup de pays, dans de nombreux pays, qui sont non seulement réputés, mais décorés, honorés, chez nous, on les traite comme des malfrats. C'est incroyable ça. Donc si tous les autres là, qui se sont tus ou qui ont obéi docilement s'étaient levés avec eux, jamais ce serait passé. Ces lois ne seraient jamais passées. D'ailleurs, en tant que policier, nous avons le devoir de désobéir des ordres illégaux. C'est un devoir. C'est ça, le devoir de désobéir. Et bon, je suis certaine qu'il y a énormément de collègues qui n'ont pas verbalisé, mais il y en a d'autres qui ont verbalisé. Moi, j'ai une amie, son gamin, il était avec ses copains en train de fumer à 23h en bas de leur immeuble.
alors qu'on était en période de couvre-feu, ils se sont tous fait verbaliser. 135 €. C'est des gamins, c'est des étudiants, ils ont déjà pas de sous. Et puis, c'est complètement aberrant. Les personnes qui les ont verbalisés, mais ils ne sont pas pères ou mères de famille. Enfin, ils ne comprennent rien. Parce qu'au-delà du policier ou du gendarme ou du militaire, etc., du pompier, on est quand même des êtres humains. On est des êtres humains, on est des pères ou mères de famille. Donc, il y a quand même... alors, on parle souvent de percuter en termes policiers le discernement, mais en tant qu'individu, tu dois aussi te remettre en cause et suivre tes valeurs, avoir du bon sens aussi. Donc, en fait, tu as deux personnalités là qui sont lamentables. Parce que si tu n'es pas un bon agent, tu n'es pas une bonne personne. Quoi, hein. Si tu verbalises des gamins parce qu'ils fument dehors à 23 heures, il faut que tu arrêtes, que tu prennes un peu d'arrêt maladie. Hein. Il faut réfléchir un peu. Hein. Faut réfléchir. C'est quoi qui te perturbe le plus dans tout ce qui est en train de se passer, Cathy? Alors, il y a énormément de choses qui me perturbent, évidemment. En tête, c'est toutes les mesures liberticides, parce que c'est pas possible, quoi. Notre devise ne correspond plus à rien. Moi, je faisais des actions dans les collèges sur le harcèlement scolaire, et le premier quart d'heure, on parlait de notre devise, liberté, égalité, fraternité. J'ai été invitée à aller dans des établissements scolaires depuis le Covid, mais je n'y mets plus les pieds. Je dis non. Je dis non parce que moi, je vais leur dire des choses, c'est des mensonges. Donc voilà, déjà, c'est toutes les mesures d'atteinte grave aux libertés des personnes, à leur intégrité physique et psychique. Et alors, j'ai une pensée, mais terrible, et tous les jours, je pense à eux, c'est tous les personnels qui ont été suspendus. Tous. Que ce soit des soignants, des pompiers, des brancardiers, des secrétaires administratifs dans les services de médecine, mais tu as aussi des gens dans des médiathèques, dans des lieux publics. On les a contraints soit à être injectés, parce que moi j'appelle pas ça de la vaccination, hein, soit à être injectés, soit à partir ou à être suspendus. Parce que tu as aussi des chefs de service qui ont suspendu les personnes sans leur laisser le temps de poser leur démission. Parce qu'à la limite, on leur laisse au moins la possibilité de démissionner, qu'ils puissent aller travailler ailleurs. Là, ce sont des gens suspendus. Et est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, suspendu? Hein, moi, j'imagine un gibet, quoi, une potence. J'imagine une potence et on a suspendu les gens comme ça. Mais tu suspends le soignant et tu suspends l'être humain aussi. Ce sont des gens qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont plus rien, quoi. Plus rien du tout. Ils ne peuvent pas vivre. Donc, c'est épouvantable, quoi. C'est affreux. Ce terme de suspendu, moi, suspension, c'est un terme, je ne pourrais plus l'utiliser après cette période. C'est fini. D'ailleurs, quand j'ai fait une petite interview avec Marc, un sapeur-pompier qui est suspendu parce qu'il a refusé de se faire injecter, il disait qu'il ne se sent pas suspendu. Il n'aime pas ce terme. Lui, il dit que directement, on l'a interdit d'aller travailler. Oui, mais c'est une mort sociale. C'est une mort sociale. Parce et professionnelle. Mais c'est aussi dans la vie privée. Je veux dire, si tu n'as plus de boulot, il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui ne peuvent plus payer à manger. Je veux dire, ils perdent tout, quoi. Et on a l'impression que c'est normal, quoi. Le peuple, la population ne bouge pas, quoi. C'est affreux. Alors, il y a des collectifs, on le sait. Il y a plusieurs collectifs sur l'ensemble de la France. On va faire des concerts, on fait des actions pour essayer de récolter un peu d'argent pour permettre à l'un de payer son loyer, à l'autre de remplir son frigo. Mais je veux dire, c'est pas une vie. Ces gens-là, ils ont envie de travailler, ils travaillaient très bien. Ils faisaient un boulot, la plupart du temps, c'est un boulot de service public. Et en fait, on les tue socialement. Mais c'est d'une injustice, c'est d'une violence. Et on ne bouge pas. Les gens vont bouger quand il n'y aura plus de soignants à l'hôpital, parce que ça va les concerner, parce qu'on ne pourra plus les soigner. Mais ce n'est pas là qu'il faut bouger. Il faut bouger avant. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui sont en train de nous voir pourquoi nos camarades ne sont pas positionnés dès le début du côté des citoyens et pourquoi ils continuent d'exécuter ces ordres illégaux? Alors écoute,
Moi, je vais faire un peu d'histoire, hein, parce que, bon, j'étais à un poste de commandement, hein, et depuis, ça fait plus de 15 ans, on reçoit des directives centrales qui sont appliquées à Carcassonne, comme à Paris, comme à Bordeaux, comme à Figeac, enfin bon, peu importe. Hein. On mélange tout le monde doit travailler de la même façon et on doit tous mettre le doigt sur la couture du pantalon. Et en fait, on a dépossédé la police nationale, les actifs de la police nationale, les acteurs de la police nationale, on les a dépossédés de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur autorité, de leur commandement. Voilà. Et donc ça a été accepté par toute la chaîne hiérarchique en fait, mais c'est du politique. Parce que les directeurs centraux, ils sont nommés par le ministre, etc. Donc tout ça, c'est cul et chemise. Hein. Et donc, la police nationale, aujourd'hui, elle n'a plus rien de national. C'est une police politique. Hein. Et donc, tout ça a été laissé faire par les syndicats. Moi, j'en veux beaucoup aux syndicats, parce que quand il s'agit de brailler pour des âneries, ils sont là. Mais sur les fondamentaux de nos métiers, ils n'ont pas bougé, en fait. Ils n'ont pas bougé. Ils ont laissé Sarkozy écrémer la police nationale. Voilà, et donc, et puis les formations sont plus terribles, hein, je veux dire. On accueille des jeunes, alors on leur met des armes dans les mains, ils sont à peine formés. Enfin, je veux dire, c'est comme la gendarmerie, des réservistes. Alors, un jour, tu es bouché, le lendemain, tu vas faire une journée avec les gendarmes, alors tu as vraiment un militaire formé, et puis il est accompagné de 2 personnes qui ne sont pas gendarmes. Et comment veux-tu sécuriser des interventions? Comment veux-tu faire un travail de qualité? Donc, on a perdu tout ça. Et je pense que les collègues ne se sentant plus soutenus correctement par les syndicats ni par leur hiérarchie, eh bien, ils ont perdu leur libre arbitre, leur liberté de penser. Et voilà, tout le monde exécute bêtement ce qu'on dit. Voilà. Et c'est d'une tristesse, c'est affligeant. Et donc, police nationale avec un grand N, ça n'existe plus. Moi, tu vois, j'étais vendredi à la cérémonie, je pensais aller à la cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France ou en service. Et en fait, je me suis retrouvée le discours de notre ministre de l'Intérieur, enfin de notre sinistre de l'Intérieur. En fait, j'ai appris dans son discours que c'était la journée nationale de la police. Alors, la veille, je crois que c'était la journée du baiser, tu vois, alors la journée internationale du baiser. Donc, voilà, la police nationale, c'est du marketing, quoi, du marketing. Alors, son discours, un policier, sont chouettes, brillants, compétents, et bref, c'est que du violon. Et pas un mot sur nos morts. Alors, heureusement, on a quand même eu la sonnerie aux morts, la Marseillaise, l'appel de nos morts, puisque dans l'Aude, on en a eu comme partout ailleurs. Hein. Mais moi, j'étais déçue et j'étais très, très en colère. Très, très en colère. Parce que je ne sais plus quel philosophe le disait ou quel écrivain. Un peuple qui oublie son histoire est voué à la reproduire. Et donc, nos policiers, moi je pense notamment à Aimé Ramon, dans ma ville, dans mon département, à Carcassonne, Aimé Ramon, qui était officier de paix, qui a été dans la résistance, qui s'est battu, et pour lequel, quand on faisait cette cérémonie autour du 9 mai, puisque la cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France, c'était le 7, le 8 ou le 9 mai, selon que ce soit un jour de semaine, on faisait l'historique de ce qu'avait fait Aimé Ramon. Et à travers Aimé Ramon, on saluait tous les policiers résistants. Et là, voilà, son nom a été cité parce qu'il est sur la stèle. On n'a pas fait de rappel de l'histoire. Et je me dis, mais c'est pas possible, on est en train de refaire l'histoire, de l'effacer. Il faut pas rendre hommage à la résistance, mais évidemment qu'actuellement, nos dirigeants ils vont pas rendre hommage à la résistance puisque ce sont eux nos ennemis. Ce sont eux nos ennemis. Donc forcément, on oublie toute l'histoire. Et ça m'a navré, vraiment navré. Vraiment, vraiment. Moi, je suis d'une famille de résistants. Hein.
le frère de mon père a été fusillé. Il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Il a été fusillé, faisait partie d'un réseau de résistants en Haute-Saône. Donc, il s'est fait balancer par un de leurs chefaillons, là. Et il a été fusillé, il a été torturé pendant 15 jours. Il n'a pas donné un nom, un prénom de ses collègues. Pas un. Et ce gamin, voilà, moi, je l'ai dans la tête et je me dis, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Mais faisons honneur à ceux qui sont battus pour qu'on soit libre, pour qu'on soit égaux. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge, sinon on va faire de nous des marionnettes, des QR codes. Voilà, il nous faudra un QR code pour passer partout. C'est affreux, c'est affreux. Je voulais te demander quel est ton ressenti par rapport aux violences policières exercées sur les manifestations, surtout à Paris pendant ces quelques années. Alors, ce sont des violences illégitimes, hein. Nous avons normalement le droit de commettre des violences dans un cadre particulier. Moi, je n'ai pas fait de maintien de l'ordre, hein, donc je ne suis pas une spécialiste. Par contre, je suis une spécialiste des violences, hein. Et quand je vois un policier ou un gendarme qui est en train de matraquer quelqu'un qui est au sol, eh ben, je sais très bien que c'est complètement illégitime. Et peu importe ce qui s'est passé avant, parce que souvent on nous dit oui, mais on voit que cette image-là. Certes, mais cette image-là, elle montre un policier ou un gendarme qui est en train de matraquer ou de gazer quelqu'un qui est au sol, au lieu de le menotter, de le maîtriser. Voilà, on a des gestes techniques d'intervention. On matraque quand on n'a plus d'autre choix, quoi, quand on a quelqu'un qui est agressif en face de nous, qui est armé. Je veux dire, la légitime défense, la proportionnalité de la défense par rapport à l'attaque, c'est quelque chose qui doit être en permanence à l'esprit des collègues, en permanence. Donc, il y en a, pour moi, ce sont des voyous, c'est tout. Je lâche le mot, ce sont des voyous. Ils n'ont pas leur place dans la police nationale ou dans la gendarmerie. Voilà. C'est quoi exactement qui te perturbe le plus par rapport à la police nationale? Qu'est-ce que tu es en train de voir qui te touche vraiment? Alors, écoute, moi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression que nos collègues sont encore massivement endormis, comme le peuple, en fait, hein. Et alors, je sais qu'il y en a, ils ne peuvent pas se découvrir, je le sais. Mais je me dis, il y a un moment, il va falloir quand même que vous tombiez les casques, quoi, hein. Il va falloir le faire, ça. Parce qu'on va arriver, là, on le voit bien, il y a l'inflation, le carburant, après le Covid, ça va être le frigo vide, le réservoir vide, etc. Donc, moi, ce que je crains, c'est des actes, des manifestations plus violentes. Et moi, je fais partie de tas de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, où on prône vraiment la non-violence, hein. Et je me dis, mais il y a des gens, on ne va plus pouvoir les guider, parce que quand il y a faim, quand tu es mis dehors parce que tu n'as plus de logement, quand tu perds tes enfants parce que tu n'as plus les moyens sur un couple séparé notamment, hein. Si la garde revient à l'autre parce que tu n'as plus les moyens de nourrir tes enfants, tu vas être très colère. Et la colère entraîne de la violence. Donc, moi, c'est ça qui me fait terriblement peur. Et je me dis, là, il faudrait vraiment que ça commence, quoi, les hautes hiérarchies de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Il faut que vous commenciez à préparer vos actifs à désobéir, hein, parce que je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, si l'exemple vient d'en haut, et je sais à quel point, en principe, dans tous les corps armés, les chefs sont respectés et à quel point on leur fait confiance. Donc, il faut que ces gens-là ils ont des barrettes là ou des étoiles, mais c'est surtout de grandes, grandes responsabilités. Il faut absolument qu'ils les endossent, leurs responsabilités, et qu'ils se mettent au service de leurs effectifs, qui eux-mêmes se mettront au service du peuple. Parce que si nos corps armés, que ce soit en sécurité simple ou militaire, ne bougent pas, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Parce qu'à un moment, le peuple, on ne pourra plus le maîtriser. Il ne faut absolument pas qu'on arrive à ce stade-là.
faut réagir avant. Et moi, je salue, je sais que tu l'as interviewée, Maître Déa Rogereka, mais qu'est-ce que je l'aime, elle, mais qu'est-ce que je l'aime. Et le message qu'elle a envoyé à tous les grands chefs, là, armée, police, etc., il est magnifique. Et cette femme, elle m'a émue, moi, elle m'a fait pleurer parce que c'est une maman, c'est une jeune maman comme toi. Et je me mets, moi, mes enfants, ils sont grands, je n'ai plus besoin de les protéger, mais je pense à vous, dont le seul souci aussi est de protéger vos enfants et les enfants des autres, parce que moi, je pars du principe que tous les enfants de la Terre sont un peu les miens, quoi. Donc, je me dis, mais quelle souffrance elles vivent. C'est affreux, quoi. Il faut que tous nos corps armés, civils ou militaires, se dressent contre ce qui se passe. Ça ne pourra pas passer si vous ne nous rejoignez pas. Ça ne peut pas passer. J'en profite pour saluer à Virginie que c'est une maman et une femme extraordinaire qui fait un énorme travail. D'ailleurs, la vidéo que tu es en train de dire, on l'a faite ensemble. Je sais que les gens l'ont découpée et ils ont envoyé que le morceau de Virginie. Oui. Je m'étais occupée de faire le montage et on avait fait la vidéo ensemble. Elle durait 25 minutes, la vidéo. Et oui. Son message est magnifique, vraiment. Il est poignant, quoi. Il est poignant. Et c'est notre nouvelle Marianne, comme toi. Nous guider. La liberté guidant le peuple. Et tu vois, Maître Déa Rogereka, moi j'ai fait une action avec elle. J'ai été plaignante sur une action qui est d'ailleurs toujours en cours. Et c'est quelqu'un qui est très proche de nous. Parce qu'elle a fait une vidéo pour nous expliquer pourquoi elle avait perdu en premier lieu, en première instance, et pourquoi elle souhaitait faire appel. Et donc, moi, j'ai suivi, j'ai fait appel avec elle. Bon, je ne sais pas où ça en est actuellement, mais je pense que toutes nos actions, de toute façon, elles sont mises au ralenti parce que, voilà, la justice est corrompue aussi. Et elle nous a expliqué pourquoi elle faisait appel. Et tous ces arguments juridiques, bon, je me rappelle un petit peu quand même de mes études de droit, tous ces arguments juridiques étaient les miens. Donc, je lui ai envoyé un petit message perso pour lui dire, mais je suis tellement d'accord avec vous, allez-y, je vous suivrai jusqu'en cassation, on se peut aller en cassation, hein, parce que c'est quelqu'un, mais digne de confiance aussi. Elle est merveilleuse, cette femme. Oui, tout à fait. Elle est merveilleuse, elle et toute son équipe aussi. Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Penses-tu, Cathy, que peut-être nous avons trop de chefs dans la police et la gendarmerie et pas assez de leaders? Tu sais, je sais pas, parce que le leader, c'est quoi? C'est un chef. Je pense que... Pas tout à fait. Je pense qu'il faut, arrêter de fonctionnariser. Il faut aussi, les gens ont des compétences. Il faut leur laisser développer leurs compétences et les partager. Les partager. Et voilà, je pense que l'indépendance des chefs, des leaders, peu importe, doit être mise en valeur. Et tu vois, on est dans une époque où on va gratifier souvent ceux qui ne le méritent pas. Et ça, au détriment de ceux qui le méritent. Et donc, on est dans l'inversion totale des valeurs. Et ça, c'est très grave parce que ça invite les personnes à mal travailler ou à être du mauvais côté. Donc, c'est gravissime. Il faut, franchement, aujourd'hui, pour être dans des services comme police, gendarmerie, pompiers, etc., moi, je dis toujours, purée, il faut qu'ils soient vraiment droits dans leurs bottes. Hein. Il faut qu'ils soient costauds et qu'ils aient un imperméable quoi, sur eux. Il faut que plein de choses glissent pour qu'ils puissent rester authentiques. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de gens authentiques? C'est une force. Mais ces gens-là, on essaie de les rendre muets, de les faire taire, de faire en sorte qu'ils ne voient pas, etc., et qu'ils ne soient pas vus. Donc, c'est compliqué. Alors, un leader ou une leaduse d'ailleurs, j'en ai une en face de moi. Là, oui. Bien sûr que c'est important, mais je ne sais pas si c'est vraiment dans ces services-là, tu vois. On a besoin de gens comme ça dans la société civile, justement, parce qu'il faut la bousculer, la société civile. Il faut bousculer nos politiques, hein, parce que finalement, on s'aperçoit que même au niveau local, départemental, ils sont tous un petit peu dans le même moule. Hein,
des personnes qui ont un autre langage, il y en a peu. Hein. J'ai vu quelques vidéos de maires qui disaient mais moi, tant que le pass sanitaire ou le pass vaccinal derrière existe, je ne fais plus rien dans ma commune. Ils sont rarissimes. Ils sont rarissimes. Il y en a des tas d'autres qui ont accepté que leurs premiers élus contrôlent les passes à l'entrée du marché de Noël, de la foire à la saucisse ou même la cérémonie du 11 novembre. Et il y a des gens qui n'ont pas pu aller à certaines parties de la cérémonie. Tout ce qui était public dehors, c'est bon. Et tout ce qui était enfermé, comme par exemple les pots conviviaux derrière, tu as une partie de la population qui n'a pas pu y aller. C'est pas normal, ça. À ce moment-là, tu ne fais pas de pot. Moi, quand je te demandais, quand je te parlais des leaders, c'est-à-dire que pour moi, dans notre métier, dans la police et la gendarmerie et dans les militaires aussi, surtout, je pense qu'il est très important d'avoir des chefs qui ne soient pas des chefs, guillemets, qui n'écoutent pas que des ordres de leur hiérarchie des politiciens, sinon que ce soit des personnes droit dans leurs bottes, intègres, qui assument leurs responsabilités et qui priorisent avant tout leur humanité, leur bon sens, leur devoir de protéger et servir les citoyens, au-delà de ce qu'ils leur disent leur hiérarchie. Voilà, Oui. ça, c'est des exemples que nous avons besoin au sein de notre métier. Que les camarades, maintenant, puissent vraiment se positionner, parce que tu sais, comme moi, que si la hiérarchie dit non, on arrête tout, on est là pour aider les citoyens, il y a tout qui s'arrête. Les camarades suivraient. Mais malheureusement, nous n'avons pas ces leaders dans la police et la gendarmerie. Nous manquons de ça. Oui. Alors, je suis d'accord avec toi, donc je n'avais pas compris ton mot leader comme ça, parce qu'un chef, normalement, s'il suit l'engagement qu'il a pris, le serment qu'il a fait, il doit être comme ça. C'est tout. Donc, il y a une faille, il y a une grosse faille. En fait, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Oui, ce sont des marionnettes du système. Ouais. Malheureusement. Mais tu sais, les gens ne réalisent pas qu'on n'est plus dans un état de droit et qu'en fait, moi je vais le lâcher, nous avons des fascistes au gouvernement. L'État a été détourné, c'est tout. Et on a les plus hautes autorités judiciaires de notre pays, que ce soit sur administrative ou pénale, qui suivent, ou constitutionnelle, qui suivent. Donc, ce coup d'État, en fait, il englobe tous ceux qui devraient protéger la démocratie et le peuple. Tous les contre-pouvoirs ont été sabotés. Tous. Et c'est comme ça que tu vois le Conseil constitutionnel qui te dit qu'une voie hyper liberticide, bien sûr qu'elle est constitutionnelle. Évidemment. Mais c'est scandaleux. C'est affreux. Et donc, il faut absolument que les citoyens et que nos camarades, ils réalisent ça, que nous sommes victimes d'un coup d'État. Le terrorisme, il n'est pas à l'extérieur. Nos frontières, il est à l'intérieur. Il est à l'Élysée, il est à Matignon, il est à Beauvau, il est partout, dans toutes nos structures. Donc, voilà. Après, ils peuvent faire des beaux discours, tous, mais non, ce sont eux les terroristes. Tout à fait d'accord avec toi, Cathy. D'ailleurs, je voulais te demander une autre petite question. Je sais que comme policière, tu as créé un petit groupe de résistants. Alors, raconte-nous exactement quelles sont les actions que vous êtes en train de faire avec ton groupe. Alors, écoute, on fait plein de choses parce que c'est un groupe qui est hyper actif. C'est des personnes, alors majoritairement quand même, ce sont des personnes qui ont plus de 60 ans, voire 70 ans. Et en fait, j'ai créé ça s'appelle, au départ, c'est une manifestation qu'on fait tous les dimanches à Carcassonne, qui s'appelle Sport sur ordonnance, et qui a été, conçue par le collectif Laissons les médecins prescrire et la coordination Santé Libre, qui regroupe plusieurs collectifs. Donc, ça a été mis en place en février 2021 pour justement inviter les personnes à faire du lien. C'était un moment où on était en confinement, à faire du lien, à se retrouver, à faire du sport, à bouger son corps, parce que l'exercice physique est primordial pour la santé, donc primordial aussi pour lutter contre le Covid.
Mais le lien social, le fait de parler avec les autres, de partager quelque chose avec les autres, ça fait aussi beaucoup de bien à la santé mentale. Donc vraiment, le but, c'était et c'est pour ça que ça s'appelle sport pour ordonnance, c'était de faire dans le soin. Et tu vois, j'ai lancé ça le 14 février 2021. Je me disais, mais combien on va être, toi, c'est un grand square chénier. Et je me suis dit, mais bon, si on est 5 ou 6, ce sera formidable, quoi. Et pourtant, je connaissais pas grand monde, hein. J'ai lancé ça sur Facebook et on s'est retrouvés, des gens, on était entre 20 et 25. Et donc, on a fait notre séance de sport. Et chaque dimanche, derrière, on n'a raté aucun dimanche depuis le 14 février 2021. Et on est monté à 42, 43 personnes certains dimanches. Donc, c'est un groupe. Alors, on a créé une adresse mail de groupe parce qu'on communique, on s'envoie beaucoup d'informations. Et puis, on fait des actions. On prépare des concerts dont les bénéfices sont destinés aux soignants qui sont suspendus, n'est-ce pas? On fait également les masques blancs, puisqu'il y a un groupe national des masques blancs. D'ailleurs, ça a démarré en Belgique. Et quand on les a vus, en fait, ils ont une marche avec une bande son qui est très satirique hein, de ce qu'on vit. Et on est habillé tout en blanc. Hein, et on a une marche particulière avec des panneaux pour sensibiliser les gens sur les mesures liberticides, sur aujourd'hui les effets secondaires des injections, etc. Et donc, notre dernière marche à nous, vraiment, on l'a conçue sur Carcassonne. Elle est sur la chanson d'HK et les Saltimbanques, qui s'appelle Indignez-vous, et qui est une chanson absolument merveilleuse. Mais je te l'enverrai, on a fait un petit montage vidéo. Et indignez-vous, pourquoi tu t'indignes? Parce qu'il y a la censure et il y a de la propagande. Tu vois, chaque panneau indique quelque chose pour les salariés qui ont été suspendus, pour des injections obligatoires. Enfin, tu vois, chaque panneau indique pourquoi il faut s'indigner. On essaie de réveiller les gens parce que pour l'instant, ils acceptent tout ça et ils laissent faire, quoi. L'injection sur les enfants, la mise en danger des enfants, tout ça, on essaie vraiment de sensibiliser les personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mannequin challenge aussi l'année dernière, donc toutes des scénettes qui mettaient en posture. On a fait l'enterrement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en scénette. On a fait l'injection obligatoire, la folie, quoi, l'emprise totale. Voilà, on a fait. Et puis bon, à la fin, quand même, on finissait sur une image positive parce qu'on a envie de donner quand même du positif aux gens. Il faut leur donner de l'espoir. Hein. Donc, à la fin, c'était une image sur nous, on veut continuer à danser avec HK. Donc, non, c'était chouette. C'est des choses pour sensibiliser. Donc, on a mis ça sur YouTube pour que ça essaie de faire un peu le tour du monde. Hein. On a de l'ambition. On a de l'ambition, mais il faut avoir de l'ambition. Voilà, Oui. donc, plein d'actions comme ça. C'est génial qu'il y ait des camarades qui créent des groupes de résistants. C'est vraiment magnifique, quoi. Voilà, on est allé, tu vois, on est allé à Béziers pour assister au procès de François Champard, le Papalou. On était allé à Montpellier pour Denis Agré. Aussi, quand il est passé, c'était quand ça? C'était en octobre ou novembre, je ne sais plus. Tu vois, on essaie de bouger autour de nous parce que ces causes-là, ce sont les nôtres, quoi. Et il faut protéger les papas et les mamans loups. Il faut protéger les médecins qui sont poursuivis alors qu'ils veulent soigner les gens. Voilà, il faut vraiment être solidaire. On essaie de faire ça. Est-ce que tu es en lien avec plusieurs camarades policiers ou gendarmes ou militaires qui pensent comme nous et soient du côté des résistants? Non, j'en connais peu. Il m'arrive de discuter hein, quand même à certaines occasions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent nos convictions et j'espère qu'ils attendent juste l'opportunité pour passer à l'action. Bon, après, même au niveau de la justice, hein, je connais des personnes qui travaillent dans la justice et qui
sont, comment dire, alarmés et comme très contrariés par ce qui se passe, hein, parce que finalement, enfin, moi j'essaie de suivre un petit peu les audiences judiciaires par rapport aux personnes qui sont poursuivies. Tu vois, j'ai cité un médecin et un papalou. Il y a Merlin aussi pour le non-port du masque. J'essaie de suivre un petit peu les audiences et je m'aperçois que les audiences les plus courageuses, ce sont les prud'hommes, ce sont les conseils prud'homaux qui ont commencé à vraiment prendre des décisions pour la réintégration des salariés qui ont été suspendus. Et alors, chaque fois, leurs argumentations juridiques se développent. Alors, grâce évidemment aux avocats hein, qui représentent ces salariés, on a des avocats qui sont de plus en plus percutants hein, parce qu'ils se font débouter sur certains arguments, donc ils les retravaillent et ils les proposent autrement, ou ils vont plus loin, quoi. Donc, moi, j'ai bon espoir et je suis vraiment admirative de ces alors là, on a des salariés, on a des chefs d'entreprise qui font la justice mieux que les magistrats professionnels. Donc ça, c'est merveilleux. Je me dis, bon, mais c'est la base, il faut que ça vienne de la base, hein, du peuple, de toutes les instances qui sont représentatives du peuple. Il ne faut pas désespérer. Cathy, pourrais-tu envoyer un message ou un appel à tous les camarades gardiens de la paix qui vont voir cette interview, s'il te plaît? Eh bien, écoute, tous les camarades, hein, d'ailleurs, quel que soit leur grade, quel que soit leur corps, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que s'ils ont déjà compris ce qui se passe, qu'ils gardent surtout leur énergie, qu'ils essaient, dans leur travail de tous les jours, de faire passer leurs convictions sans se mettre en difficulté. Si ils sont sur le point de s'éveiller ou quand ils s'éveilleront, surtout qu'ils rejoignent les autres. Il faut être solidaire, hein. Il faut vraiment s'encourager, qu'ils identifient des gens dans leur entourage, pas forcément des camarades de leur institution, mais des personnes du public qui partagent leurs convictions parce que quand on s'identifie, quand on se reconnaît, on prend de la force. Et ça, c'est important d'être tous soudés. Et quand il y en a un, comme je disais tout à l'heure, qui a un petit coup de mou, et les autres, ils le réénergisent. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux, essayer de partager cette information auprès d'autres personnes qui ne sont pas forcément convaincues. Mais je crois qu'il y a des failles de plus en plus parce que les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils voient bien que ces injections ne marchent pas, que plus tu es injecté, plus tu es malade et plus en fait tu fais de formes graves. Donc ça quand même, ça commence à sortir. Donc voilà, il faut arriver à marcher main dans la main, tous. Et il faut se connaître, il faut se reconnaître. Voilà. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Et il y a beaucoup de gens dans la population qui sont avec eux. Donc voilà, il faut vraiment avoir foi. Et moi, tu vois, j'ai connu depuis 2 ans et demi, je suis rentrée dans un monde parallèle. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés sans cette pandémie. Jamais. Donc pour moi, c'est aussi de la richesse. Voilà, tout n'est pas négatif. Il y a de l'espoir. Moi, je vois la lumière au bout du tunnel. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont partagé leur monde, le monde de l'énergie, de la collectivité, du rapport à la nature, du rapport avec les animaux aussi. Tu vois, je me dis, mais je suis en train de grandir. C'est une deuxième naissance, quoi. Cette pandémie, pour moi, ça me permet d'être différente et de m'enrichir. Donc, il y a beaucoup de choses bien qui en sont nées parce que dans cette population qui était méconnue, voire inconnue, il y a énormément de personnes qui gagnent à être connues et qui vont nous aider à sauver le monde si ce n'est pas nous qui allons les suivre. C'est nos guides, hein. C'est nous qui allons les suivre et elles vont nous aider, nous, à sauver le monde, hein, correctement, hein, vraiment. Elles nous mettent sur la bonne voie.
Je voulais te demander, est-ce qu'il y aurait, par exemple, si en septembre ou pendant l'été, ils remettent les mesures sanitaires, que peuvent faire les policiers qui sont sur le terrain et les gendarmes pour aider les citoyens, par exemple? Quelles sont les techniques qu'ils pourraient utiliser ou de quelle manière ils pourraient aider les citoyens sans se confronter à leur hiérarchie? Mais écoute, je crois d'abord que le plus gros travail, c'est aux citoyens de le faire. C'est de refuser, refuser de porter le masque, refuser d'être discriminé, etc. Et si nous étions 66 millions à faire ça, mais en 24 heures, c'est fini, quoi. En 24 heures, c'est fini. Regarde, il y a Estrosi avec son arrêté municipal pour que les gens remettent le masque dans les transports en commun. Heureusement, le tribunal administratif a dit que ce n'était pas légal. Hein. Mais il suffisait sinon que les gens arrêtent de prendre les transports en commun, que les touristes boycottent Nice. Et je peux te dire qu'il aurait vite suspendu lui-même son arrêté. Hein, parce que si Nice devient une ville morte, il va le prendre dans la figure, lui. Hein. Je pense que les commerçants et les habitants de Nice, ils vont se révolter. Donc voilà, c'est presque dommage, tu vois, c'est presque dommage que le tribunal administratif il ait annulé cet arrêté parce que ça aurait été une belle expérience, tu vois, que tout le monde arrête. Il va falloir qu'on soit tous déterminés. Et après, ben, nos collègues, c'est ben, de ne pas verbaliser. Voilà, je ne dis même pas de fermer les yeux, non, ben, tu passes, tu fais ton métier, c'est tes citoyens qui sont dehors, qui ne sont pas masqués, ben, ils respirent. Ils respirent, ils te sourient, ils parlent avec toi, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Mais voilà, il faut que tous le fassent, il faut que leur hiérarchie les aide à le faire. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté collective de tous faire la même chose et de respecter les citoyens et d'arrêter d'appliquer des lois qui sont illégales. La désobéissance civile, le boycott, et Ouais. nos camarades, comme tu viens de le dire, refusent de verbaliser les gens et, voilà, et de contrôler ces passes sanitaires qui n'ont aucun fondament derrière. Et c'est vraiment du n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire. C'est du n'importe quoi et il ferait mieux de mettre des sous pour soigner les gens, permettre aux médecins de soigner correctement avec les traitements qui existent. Et parce qu'ils existent, moi je l'ai eu le Covid, hein, on m'a soigné correctement avec des traitements. Et voilà, et je suis toujours là et je suis prête à l'avoir une deuxième fois s'il faut que je l'ai. Mais j'ai mes anticorps et hors de question que je me fasse injecter. Hors de question. Hors de... C'est un viol. C'est un viol de mon intégrité physique et psychique. Il est hors de question qu'on me touche. Je te jure, je crois que c'est une des rares choses qui pourrait me rendre violente. Bon, s'approche pas de moi avec une figure parce que ça va mal se passer. Cathy, un petit message pour les citoyens qui vont voir cette interview, s'il te plaît. Eh bien, les citoyens, d'être éveillés, mais les mêmes messages qu'à nos camarades, en fait, d'être éveillés, d'être solidaires, de rejoindre les manifestations quand il y en a, de saluer ceux qui les font déjà, parce que nous, on manifeste souvent et quand on a des gens qui nous disent oui, c'est super ce que vous faites, continuez, etc., ben, il ne faut plus dire continuer, il faut nous rejoindre. Quand on est en combinaison blanche, il faut qu'ils nous rejoignent. Moi, j'ai toujours des combinaisons drabes, donc je peux leur prêter le matériel. Il faut absolument qu'ils nous rejoignent, qu'ils refusent aussi d'obéir. Désobéissance, indignation, respect de l'autre, surtout. Moi, j'ai absolument rien contre les gens qui ont été injectés, si ce n'est que je les plains vraiment, parce que ça a été fait, pour la plupart du temps, ça a été fait contre leur gré. Et ça les met en danger, on le sait maintenant, ça les met en danger. Donc voilà, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, je veux juste vous protéger. Rejoignez-nous et on va tous se protéger ensemble. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ce que tu dis. Des personnes qui se sont fait injecter, ce sont des victimes. Voilà, ce sont des victimes. Et nous sommes là aussi pour les accueillir avec les bras ouverts, que ce soit des citoyens ou des camarades. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Parce Parce que que si on avait dit la vérité, ils n'y seraient pas allés.
Parce que le problème, c'est qu'on ne leur a pas dit la vérité. On ne leur a pas dit que c'était du poison, parce que même Pfizer, apparemment, vient de reconnaître, pas que c'était du poison, mais que ça avait des effets secondaires gravissimes. Voilà, mais c'est qu'une question d'argent, c'est affreux, quoi. On est, en fait, l'être humain devient un article commercial. C'est tout. On nous demande de ne plus penser, de nous taire, de plier les genoux, là, de nous mettre à terre, en fait, hein, et voilà, et de consommer. Il faut surtout qu'on consomme, hein. Surtout, surtout. Il y a eu, je crois que les milliardaires, alors déjà, ils étaient nombreux, ils se sont démultipliés et ils n'ont jamais gagné autant d'argent pendant que les peuples et les États, et les finances des États régressent, quoi. Enfin, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Pourquoi des gens gagnent tant d'argent alors que tant d'autres meurent de faim? Tu vois, c'est vraiment un monde, il faut le balayer. Il faut vraiment qu'on aille au bout de cette révolution. Il faut qu'on aille au bout, il faut qu'on change le monde. Qu'on fasse un monde humain. Tout à fait d'accord avec toi, Cathy, en tout ce que tu viens de dire. Cathy, tu veux rajouter quelque chose de plus? Eh bien, aux collègues qui restent forts, parce que moi, je pense aussi à ceux qui mettent fin à leur jour. Et l'autre jour, je suis allée voir justement sur Internet, c'est affolant, les chiffres sont affolants. Au 30 juin, tu vois, je l'ai fait le 30 juin, on avait 34 policiers qui se sont suicidés, contre, pour toute l'année dernière, 36. Donc, tu vois, ça fait 2 fois plus. Et pour les gendarmes, 14 gendarmes contre 12 l'année dernière, sur une année. Donc, pour eux, voilà, c'est terrible. Eux, c'est même plus que le double, hein. C'est un truc de fou. Donc, surtout, si vous êtes fatigué, si vous en avez plus, et moi je le comprends, que vous en puissiez plus de vivre ces choses-là, mais arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Il y a des médecins, il y a des médecins qui soignent le Covid, il y a des médecins qui arrêtent les gens qui en ont besoin. Moi, je suis sûre que c'est parce que vous êtes hyper déprimé, peut-être même en burn-out. Protégez-vous, pensez à vous, on peut vous soigner aussi de tout ça. Arrêtez-vous, laissez tomber toute cette mascarade, reposez-vous, reprenez le sens de votre vie, et on a besoin de vous pour ce combat. Surtout, mais rejoignez cette frange de notre pays qui veut se battre pour un monde meilleur. Vous avez votre place dans ce monde meilleur. Donc protégez-vous, je vous supplie. Montrez cette vidéo à vos familles, que vos familles vous protègent. Voilà, on doit tous se protéger. Mais restez avec nous, on a besoin de vous. Nous sommes d'accord, Cathy, que dans notre métier, malheureusement, nous avons beaucoup de harcèlement. Il y a énormément de souffrance, pression, hiérarchie, et il y a beaucoup de camarades en ce moment qui n'en peuvent plus. Alors, comme tu viens de le dire, n'hésitez surtout pas de vous mettre en arrêt maladie. Il est très important que vous preniez soin de vous d'abord et de votre famille. D'accord? C'est très, très important d'arrêter, comme tu viens de le dire, Cathy. Parce que tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de camarades qui sont en souffrance, ils se taisent, ils ne disent rien et ils continuent malheureusement à travailler. Et c'est ça que, après la pression, elle leur fait prendre des décisions vraiment malheureuses qui terminent avec leur vie. Oui, c'est ça. Mhm. C'est ça. Ben moi, tu vois, je fais de la prévention pour les enfants, et dès le plus jeune âge, et je leur dis toujours, et ça c'est vraiment quelque chose qui doit nous parler à tous, quand à l'intérieur de nous-mêmes, on sent que c'est pas normal, qu'il se passe quelque chose. Des fois, on l'intellectualise pas, mais écoutons notre corps. Quand on sent que c'est pas normal, eh ben il faut s'écouter. Il faut écouter cette petite voix dans notre estomac, souvent. J'avais un gamin un jour, il m'avait dit, moi, c'est mon pied qui me gratte. Et bien, je lui dis, écoute ton pied alors. Et ben, écoutez votre corps. Quand votre corps il vous dit que là où vous en êtes, c'est pas bon, il faut arrêter. Faut s'arrêter, il faut faire marche arrière, il faut prendre soin de soi, et il faut se recentrer. Voilà, se recentrer, c'est son cerveau, son cœur, son corps. Voilà, moi qui étais vraiment pas du tout comme je peux être aujourd'hui, hein, je suis métamorphosée. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi
bien alignée dans mes valeurs et dans mon être entier. Donc voilà, je souhaite à chacun de nos camarades de s'aligner. Et pour s'aligner, il faut s'écouter. Voilà, et je vous aime tous, 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 tous. Je te remercie énormément, Cathy, pour avoir fait faire cette petite interview avec moi. J'espère qu'on puisse en faire plus. Et sinon, que tu puisses nous ramener à beaucoup de camarades en activité ou retraités. Je serai enchantée d'être ici avec eux et de les écouter. Et merci vraiment pour tes messages pour les citoyens, pour les camarades et pour ton témoignage. Vraiment. Merci, Cathy. Merci à toi. À très bientôt, Sonia. À très bientôt. Au revoir. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Oui, je te remercie. À bientôt.